Et voilà. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est, pour moi, à partir de mon expérience, les 3 règles fondamentales en nutrition ou dans l'alimentation pour être dans la meilleure santé possible, dans la santé de votre vie. Moi, personnellement, j'ai 34 ans, quasi 35 à la fin du mois, et je suis dans la meilleure forme de ma vie. C'est vraiment, c'est épatant, c'est stupéfiant, et c'est pas spécifiquement dû au régime carnivore que j'ai fait pendant un mois, c'est dû à ce que j'applique dans mon alimentation depuis quasi 3 ans maintenant, peut-être même un peu plus. Il y a 3 règles fondamentales à comprendre et je vais vous expliquer tout ça. Mais c'est pas chinois, c'est pas facile, c'est juste un peu chiant et parfois un peu difficile à appliquer, ou en tout cas ça demande un tout petit peu de discipline, notamment au début, mais une fois qu'on est habitué et que c'est rentré dans notre routine, il n'y a vraiment aucun souci. Moi c'est vraiment en anglais ils disent my go-to alimentation, donc c'est vraiment ce que c'est rentré dans ma routine en fait, dans mes comportements routiniers, avec Ambre aussi, en couple aussi. Donc même si j'inclus un craquage le week-end, en vacances ou quoi que ce soit qui dénote un peu par rapport à ces 3 règles fondamentales, je retourne la semaine en tout cas, ou durant la majorité des jours de ma vie, vers une alimentation que moi j'estime être la plus saine possible. Et pour ça il faut comprendre ces 3 règles et évidemment les appliquer sans se mettre la pression petit à petit, mais c'est des choses importantes à comprendre. Je vais vous les dire tout de suite parce que j'aime pas comme vous le savez regarder les vidéos YouTube et où il y a la conclusion, on doit attendre 25 minutes avant d'avoir la conclusion, donc je vais vous donner les 3 règles tout de suite. Mais avant ça il faut que je vous explique que moi, dans mon profil, dans mon histoire, donc j'ai 34 ans, quasi 35, et à part depuis ces 3 dernières années où je me suis un peu intéressé de plus près à ça, en parallèle en m'intéressant à la santé d'une façon globale, je fais aussi beaucoup de bains froids, de sauna, etc. Et au sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais je m'y suis intéressé de plus en plus, notamment au surf, mais au sport dans son ensemble. Mais avant cela, donc je disais avant mes 32 ans, pendant 32 ans, les 32 premières années de ma vie, je dirais, ou peut-être 31, 32, j'ai pas du tout mangé comme ça, j'ai pas du tout appliqué ces règles d'alimentation, déjà parce que c'était un peu une autre époque, même si je suis pas hyper âgé, mais dans les années 80, moi je suis né en 89, mais à la fin des années 80, dans les années 90 ou 90 et début des années 2000, on ne savait pas tout ce qu'on savait aujourd'hui. On était en plein boom de la société de consommation, en tout cas dans une de ses étapes les plus avancées. Maintenant évidemment c'est encore plus loin, mais l'avantage qu'on a maintenant sur, je dirais, il y a 10-15 ans en arrière, c'est qu'on a plus de connaissances aussi sur le danger de toutes les maladies chroniques, de tous les cancers qui sont en recrudescence, même chez les personnes jeunes. Moi je connais par exemple, à mon âge, ou même avant leurs 30 ans, plusieurs personnes que je connais bien, donc du coup, qui ont été atteints d'un cancer, et certains y sont même restés. C'est pas des choses normales, je dis pas que c'est uniquement lié à l'alimentation et à ces 3 règles que je vais vous donner dans un instant, mais en tout cas à mon avis c'est franchement très corrélé, puisque il faut se le dire, à partir, je dirais, du début du XXe siècle, et plus précisément, à mon avis, sans vouloir faire trop de détails historiques ou sans vouloir faire un cours d'histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, la société de consommation, et notamment sur l'agroalimentaire, a eu un tel boom démographique, ce qui dans un sens est très positif, mais dans un autre sens est très négatif, puisqu'on a vu vraiment l'alimentation sucrée, transformée, des faux aliments, s'introduire de plus en plus dans notre quotidien, dans nos villes, dans nos supermarchés, dans toutes les boutiques, dans nos bars, dans nos restaurants, et donc rentrer dans nos routines alimentaires. Et je pense que c'est plus ou moins sûr, personne sera de l'avis contraire, qu'il y a un grand lien, au moins une corrélation, peut-être pas une relation directe de causalité, évidemment toujours, et tout ça est multifactoriel, et la santé dépend évidemment aussi du sommeil, de la pollution, de l'environnement, de son lifestyle, du sport qu'on fait, de son humeur, de sa santé mentale. Mais l'alimentation, on est quand même pour beaucoup. On mange pour de l'énergie, pour avoir de l'énergie, et si on mange des mauvais produits, littéralement on s'intoxique. Et c'est clair que des choses ultra transformées, ça ne fait pas sens, et c'est d'ailleurs ce qui va me permettre de faire le lien avec la première règle que je vous partage dans un instant. Mais donc tout ça pour dire que la société évolue, on évolue aussi. Moi pendant 32 ans, j'ai pas mangé comme ça. Heureusement j'en suis pas mort, le corps est quand même relativement plastique ou résilient. Mais maintenant, moi, c'est vraiment mon pilier, ce sont mes piliers, ces 3 règles. J'essaie de les appliquer un maximum de jours durant ma semaine, je dirais, ou même, évidemment à plus long terme aussi.
Mais voilà, si par exemple dans une semaine type alimentaire, j'inclus un craquage, typiquement le vendredi soir ou le samedi soir, le reste du temps, matin, midi, soir, au goûter, n'importe quand, j'essaye d'appliquer ces 3 règles, quoi. Donc c'est quoi ces 3 règles? Pour aller au fait, ben, la première règle, donc c'est du bon sens en fait tout cela. Mais le problème c'est qu'on est dans une telle société avancée, ultra développée et qui complexifie un peu tout, que parfois ça fait du bien de se rappeler les choses basiques, simples, qu'on sait tous en fait. Moi je vais sans doute rien vous apprendre ici dans cette vidéo, mais ça fait du bien. Et je pense que parfois c'est même nécessaire parce qu'on oublie, on perd pied avec la vraie réalité, ce qui est un peu le comble d'appeler ça comme cela, mais voilà, donc ça me semble important, quoi, vraiment même fondamental. La première règle, c'est qu'il faut manger des produits qui sont non transformés. En anglais, on appelle ça real foods, c'est de la vraie nourriture. Et j'entends par là des aliments qui peuvent être mono-ingrédients, idéalement. Alors, c'est possible, évidemment, enfin, on devrait en tout cas s'en rapprocher. Parfois, évidemment, il y a peut-être une ou deux choses en plus, comme un conservateur, etc. Mais idéalement, c'est pas bon. Il faudrait ne manger quasi que, ou même idéalement uniquement, des produits, des aliments qui sont mono-ingrédients. Donc c'est par exemple, si je vous prends des exemples ici, là c'est le lunch, donc le déjeuner que je m'apprête à manger. Ici je mange des œufs, ben, c'est évident, en plus c'est des œufs biologiques, etc. Il n'y a qu'un ingrédient, c'est des œufs. C'est très simple. Après, il y a différents macronutriments dedans, mais ça c'est différent. Il y a du gras, donc des bonnes graisses, des lipides, et il y a aussi évidemment des protéines. Dans le blanc d'un œuf, il y a typiquement 6 grammes de protéines. Mais ça c'est autre chose, c'est d'autres calculs, et je vous ferai sans doute des vidéos là-dessus prochainement. Et ça nous amène d'ailleurs à la 3e règle, mais ça j'y viens dans quelques minutes. Mais donc, mono-ingrédients, des œufs. Ici toujours mono-ingrédients, c'est la nourriture qui n'est pas transformée. Je vais me faire quelques grosses crevettes roses, comme vous voyez ici je pense, ouais voilà. Un avocat, dans lequel j'ai mis un peu d'huile d'olive vierge pressée à froid, qui vient d'un petit producteur local que je connais plus ou moins, enfin un truc vraiment propre, ce qui est très important parce qu'il y a aussi de la mauvaise huile d'olive. Donc tout ça de nouveau c'est un seul ingrédient, c'est quelque chose de, enfin ce sont des aliments de qualité qui existent à l'état naturel dans la nature, si je peux le dire comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc qui est transformé par l'homme. Les avocats, ça pousse dans la nature, ça existait peut-être même sans doute avant nous, hein, avant l'apparition des hommes. Même chose pour les crevettes. Et même chose pour les olives. Alors évidemment, on en extrait de l'huile des olives, donc là il y a un peu un processus de transformation, c'est pour ça qu'il faut être très au clair sur la façon dont l'huile est faite. Elle doit être pressée à froid, vierge, extra vierge, etc. Mais tout ça, ça fait sens en fait. C'est des choses qui existent à l'état naturel, ce sont des real foods, de la vraie nourriture, ou en tout cas quasi. Et donc ça fait partie de cette première règle pour la santé, en tout cas en alimentation, auquel moi je crois en tout cas, hein, et que j'essaye d'appliquer au maximum, c'est que ce sont des produits mono-ingrédients en fait, qui existent dans la nature. Et ici on a du fromage. Alors le fromage évidemment c'est transformé quand même par l'homme, mais et puis il y a aussi différents types de fromage ou qualités de fromage. Et c'est pour ça que c'est important de prendre la bonne qualité de fromage avec peu de conservateurs, etc., qui sont faits par un producteur local ou une ferme, en tout cas dont vous avez quand même un minimum de contrôle sur la façon, le processus dont c'est fait. C'est vrai que c'est transformé, mais c'est quand même, je dirais, le processus de transformation n'est pas ultra complexe, en tout cas dans le fromage qui est bien fait, de sources locales, biologiques, si ça peut faire sens. Évidemment, les spécialistes me reprendront, mais je veux dire, c'est quelque chose en tout cas qui se rapproche d'une alimentation mono-ingrédients, sans édulcorants, colorants, conservateurs, etc., à condition évidemment qu'on prend du bon fromage, et qui n'existe pas tel quel à l'état naturel, donc dans la vraie vie, dans la nature en fait, hein. Comme ça, le fromage n'existe pas, mais bon, il est fait à base de lait et des choses comme cela, qui là pour le coup existent chez qui viennent des animaux, et qui existent dans la nature. Donc voilà, ça m'alarmerait pas du tout, au contraire, je mange du fromage tous les jours. Certaines personnes évidemment ne peuvent pas les tolérer, hein, et ces aliments, c'est vraiment que des exemples que je vous ai pris pour vous le montrer, mais tout ça c'est des produits donc non transformés, la vraie nourriture. C'est cette première règle qui est indispensable. Et alors comme dessert, je me suis pris un peu comme hier, hein, le but c'est pas que je vous montre tout mon lunch, mais je vous montre ça à titre d'exemple, des mûres biologiques et des myrtilles biologiques aussi.
Alors évidemment, il pourrait y avoir des pesticides, il y en a même probablement, et toutes des choses un peu comme ça. Ça, on peut pas avoir, enfin, c'est compliqué d'avoir un contrôle vraiment sur tout, et puis il y a des choses même qu'on ne peut pas contrôler, je pense. Mais bon, voilà, soit. Le but, c'est d'essayer d'avoir un maximum de contrôle là-dessus, mais toujours par rapport à cette première règle d'avoir des mono-ingrédients qui existent à l'état naturel dans la nature. Je me répète encore cette phrase qui ne fait pas trop sens, mais vous me comprenez. Et qui n'est donc pas transformé par l'homme. Les mûres et les myrtilles, ça existait depuis très longtemps. D'ailleurs, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, devraient sans doute en consommer. Et alors là, en dessert, avec mes petits fruits rouges, enfin mes fruits bleus plutôt, mûres et myrtilles, je me suis fait, enfin c'est plutôt une expérimentation. Donc là, évidemment, c'est un peu transformé par l'homme. Mais bon, voilà, c'est des choses quand même relativement simples. Et puis c'est pour apporter un peu de fun et un peu de gaieté, si vous voulez, dans mon lunch. Mais j'ai quand même un certain contrôle là-dessus et une certaine confiance. C'est Ambre qui a fait, pour rigoler, elle a fait un pudding de chia. Donc il y a des graines de chia qui sont évidemment des graines, donc qui sont issues de l'agriculture. Donc, quand même, in fine, transformées par l'homme, même si évidemment il y a transformé et transformé. Je ne pense pas que c'est le pire dans les aliments transformés, mais c'est clair que ce sont des graines, et moi les graines, je m'en méfie quand même un petit peu. J'essaye de rester quand même plutôt éloigné par rapport à cela, même si évidemment c'est pas le pire du pire, et quand c'est consommé en petite quantité, et encore il y a d'autres variables à comprendre, mais bon, le but c'est pas de faire une vidéo sur les graines, mais en tout cas moi, d'après mon expérience, et toujours de manière très intuitive, hein, évidemment les professionnels ou les spécialistes de la nutrition me reprendront, mais j'ai relativement confiance là-dedans quand c'est pas exagéré, que c'est des graines de chia bio par exemple, etc. Et là-dedans, il y a du kéfir, donc il y a du lait fermenté, et du lait de vache, demi-écrémé, je pense qu'elle a mis, qu'on a tout simplement mis au frigo hier soir. Et là, on est donc le lendemain matin midi, et c'est devenu un peu plus dur, un peu plus consistant, comme un pudding. Donc vous voyez que le lait et du kéfir, ben là c'est directement aussi, on se rapproche d'un mono-ingrédient. Évidemment, il faut que le lait soit frais. Et j'ai pas du lait qui vient directement de la ferme, mais ça reste quand même du lait frais. Le kéfir, ben, il est quand même, il vient d'une marque un peu industrielle, même s'il y a l'étiquette bio dessus, etc. Mais voilà, j'essaye de faire un maximum vers cela, mais vous comprenez un peu la tendance et l'idée à travers ce petit exemple de déjeuner que je vous montre ici dedans, quoi. Et alors comme condiment, j'ai du sel rose d'Himalaya, biologique, en tout cas d'un truc bio, en quel j'ai l'impression qu'on peut avoir un peu confiance, et du poivre noir, pareil aussi, qui vient d'un petit producteur donc auquel j'ai un peu confiance, et la fameuse huile vierge biologique, douce, extraite à froid, qui me semble de très bonne qualité aussi. Je connais un peu la marque, donc ça c'est bien. Donc vous voyez qu'ici, ça respecte tout à fait la première règle, que ce soit des vrais aliments, des mono-aliments, enfin plutôt des mono-ingrédients qui ne sont pas transformés par l'homme. La deuxième règle, je vais essayer d'accélérer un peu pour ne pas vous embêter trop longtemps, mais la deuxième règle, de nouveau, c'est du bon sens. Je ne vous apprends rien dans cette vidéo, mais j'estimais que c'était quand même juste bon de se le rappeler, et moi personnellement, j'aime bien me le rappeler de temps en temps, parce qu'on a tendance à dérailler, notamment pour les 3 problèmes que je vais vous citer après, qui sont un peu les problèmes typiques, qui nous font oublier ces 3 règles fondamentales de l'alimentation, et donc qui nous font courir le risque d'être en mauvaise santé si on ne les respecte pas, quoi. La deuxième règle, c'est d'avoir une alimentation pauvre en sucre. Donc là, vous le voyez aussi, si je reprends mon exemple de mon déjeuner, et de nouveau, je pourrais prendre plein d'autres exemples. Il y a eu des commentaires aussi hier dans la vidéo qui aimeraient bien voir mon petit déjeuner, par exemple, mon repas du soir. Tout ça, je vous ferai, je suis ravi de les faire et de les documenter, ou en tout cas de vous montrer l'exemple de ce que moi je consomme. De nouveau, je n'ai pas la science infuse, ne me reprenez pas sur tout, ou en tout cas reprenez-moi, mais alors dans ce cas, merci d'ailleurs. Et comme ça, je peux m'améliorer et peut-être avoir conscience de choses dont je n'avais pas conscience, puisque ces choses sortent vraiment de mon expérience, de mon histoire, de mes connaissances aussi, de ce que j'ai pu lire à gauche, à droite, et de ce que j'ai pu tester sur ma propre santé à moi pour aujourd'hui, de nouveau, je le répète, mais à 34 ans, bientôt 35, je suis littéralement, et c'est pas des couilles, hein, je vous le jure, dans la forme de ma vie. J'ai les meilleures performances, là j'ai la gorge un peu enrouillée parce que j'ai pris froid le week-end passé, comme je vous l'ai dit dans les vidéos, mais c'est la fin. Mais je suis dans la forme de ma vie, je fais les meilleures performances athlétiques que j'ai jamais pu faire.
mon cerveau fonctionne le mieux possible aussi, ma santé, enfin, c'est vraiment, c'est comme si j'avais mon corps de 20 ans, voire même de 15 ou 18 ans, comme à l'époque, voire même en mieux, quoi. Donc, et je pense que l'alimentation et le respect de ces 3 règles y est quand même pour beaucoup. Donc la deuxième règle, si je reviens à ça, sans passer trop du coq à l'âne comme j'ai l'habitude, pour être quand même un minimum structuré pour que vous puissiez suivre, c'est d'avoir une alimentation pauvre en sucre, au moins pauvre en sucre. Je ne rentre pas dans les débats de chapelle qui sont intéressants et qui ne sont pas que des débats de chapelle, hein. Il n'y a rien de péjoratif ou d'insultant là-dedans. C'est très intéressant, mais il y a différentes croyances qui sont avérées ou pas avérées, ou avérées pour certaines personnes, qui fonctionnent pour certaines personnes et moins pour d'autres. Ça, je ne sais pas, la question reste ouverte. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment la connaissance ultime sur le régime parfait et universel, donc pour tout le monde. Mais je sais que se diriger et tendre vers une alimentation pauvre en sucre, sinon sans sucre, j'entends sans sucre comme une alimentation par exemple végane ou végétarienne, même si là j'ai quand même certaines réserves à propos de certaines carences, mais c'est pas ma spécialité, donc je vais pas rentrer là-dedans, et de nouveau c'est pas du tout une guerre de chapelle. Je pense que les régimes véganes et végétariens, même si c'est un peu moins mon truc, moi pour des raisons un peu sportives, etc., et peut-être que je me trompe, hein, de nouveau ne me reprenez pas ou soyez pas trop dur avec moi là-dessus, ça m'intéresse aussi, et je pense qu'il y a clairement des tendances, ou en tout cas des arguments que comprennent, si vous voulez, les régimes véganes ou végétariens, qui ressemblent ou qui sont exactement les mêmes, d'autres types de régimes plutôt de type animal, cétogène, kétogénique, paléo, voire carnivore, auquel je me reconnais un peu plus et que j'ai plus expérimenté, quoi. Mais donc régime vegan, régime végétarien, même si moi je connais un peu moins le sujet, mais régime paléo, cétogène, pauvre en sucre d'une certaine manière, en anglais on dit low carbs. Certains parlent même de slow carbs, pour dire les carbs, donc des hydrates de carbone, c'est-à-dire en fait des glucides, mais slow, c'est-à-dire lent. Le régime cétogène, donc kétogénique, et ou le régime carnivore, ou même régime du lion, qui ce sont des régimes encore plus stricts, qui sont même plus pauvres en sucre, mais qui sont absolument sans sucre, qui au passage est le régime que j'ai expérimenté pendant tout le mois de janvier. Mais donc tous ces régimes-là me semblent clairement se diriger vers la deuxième règle fondamentale en nutrition pour être dans la santé de sa vie, dans une santé optimale, à tous les niveaux, se prévenir de plein de maladies chroniques, même bénignes, comme de l'eczéma, de l'herpès, du psoriasis, des maux de ventre, des ballonnements, des leaky guts, c'est-à-dire des intestins qui fuient, des problèmes intestinaux, des reflux acides, jusqu'à des choses beaucoup plus graves comme des cancers, comme des maladies chroniques, même peut-être potentiellement comme des maladies neurodégénératives à long terme, Alzheimer, Parkinson, démence précoce, démence sénile, etc. Je pense que tout ça, si ce n'est pas une relation de causalité directe, il y a au moins une corrélation entre la bonne ou mauvaise alimentation qu'on peut avoir, des décennies même avant. C'est pour ça que moi j'ai 34 ans, bientôt 35, et j'essaye de respecter ces 3 règles, et notamment cette deuxième règle, qui est d'avoir une alimentation au moins pauvre en sucre. Après, il y a des variables, il y a des variantes, et certains préfèrent d'être vraiment dans un régime purement, je ne sais pas, vegan ou carnivore ou du lion, absolument sans sucre, et ça fonctionne encore mieux pour eux, donc tant mieux, il faut le faire. Et c'est notamment aussi beaucoup de personnes qui ont des maladies auto-immunes ou un dossier médical un peu plus chargé ou spécifique, mais pas uniquement, je pense. Et moi, ça m'intéresse, c'est vraiment un truc qui est derrière ma tête. Je l'ai expérimenté en janvier, maintenant je m'en écarte un tout petit peu, même si je garde une alimentation pauvre en sucre. Mais c'est vraiment un truc, ce genre de régime, je dirais carnivore, qui véhicule en tout cas des principes qui, moi, m'intéressent très très fort et me turlupine encore, quoi. Je ne sais pas si le terme fait vraiment sens pour tout le monde, mais c'est-à-dire que je sens qu'il y a des choses que je dois encore creuser et que je devrais idéalement peut-être appliquer à plus long terme. Je me laisse juste un petit peu le temps de digérer tout ça et d'adapter tout ça à mon quotidien, puisque le but c'est que ça fonctionne pour soi aussi. On ne s'est pas passé non plus d'un régime d'un certain type à un autre du jour au lendemain. Il y a d'autres variables qui rentrent en compte, comme la variable plaisir, émotionnel, social, etc. On ne mange pas juste pour la fonctionnalité ou l'énergie, quoi. Mais donc, soit je reviens aux moutons. La deuxième règle, c'est d'avoir une alimentation au moins pauvre en sucre. Après, les gens mettent le barème, enfin le critère, la barre, si vous voulez, où ils veulent. Moi, je pense qu'au minimum, avoir plus ou moins 130 grammes de glucides par jour,
je dirais pour une personne standard, mais de nouveau le terme standard ça ne veut pas dire grand chose, je pense que c'est déjà un bon début, 150, 130 grammes de glucides par jour, ce qui est encore beaucoup, mais ce qui est très pauvre par rapport à des gens qui consomment beaucoup de nourriture transformée, qui sont souvent très sucrées. Hein. Je pense à évidemment beaucoup d'alcool, extrêmement sucré, tout ce qui est boisson aussi énergétique, Red Bull, Monster et compagnie, pour ne pas citer de marque, c'est bourré de sucre, hein, littéralement. Et en plus, comme on le boit très facilement, mais ça fait exploser le pic de glucose et notre taux de sucre qu'on peut consommer par jour. Au passage, il y a 100 ans, 150 ans, ces choses-là n'existaient pas, hein, même moins. Donc je pense que c'est une bonne réflexion au moins à avoir, quoi. Et le lien avec, j'entends le lien avec toutes les maladies qui sont un peu en explosion là pour l'instant, quoi, notamment chroniques. Tout ce qui est soda, Aquarius Iced Tea, Orangina, Coca-Cola, etc. Tout ça, il faut vraiment arrêter. Et puis tous les sucres rapides, bonbons, gâteaux, biscuits, etc. Tout ça, toute cette famille, que ce soit dans les boissons ou dans les aliments, mais des sucres ultra transformés, rapides, tout ça, il faut absolument couper. Et plus ou moins radicalement, si vous voulez mon avis. La question, c'est par quoi on le remplace. Et la réponse, elle est dans la première règle notamment, c'est par de la vraie nourriture, des vrais aliments, idéalement mono-ingrédients ou presque, comme par exemple, mais il y a plein d'autres exemples, des œufs, des crevettes, du fromage qui n'est pas trop transformé avec pas trop de conservateurs et compagnie, des fibres comme par exemple l'avocat que j'ai ici ce midi, quelques fruits rouges, myrtilles et mûres, etc. Du lait pour ceux qui peuvent le tolérer, et il y a plein d'autres exemples. Donc avoir une alimentation pauvre en sucre, c'est la deuxième règle, c'est vital. Honnêtement, si vous voulez mon avis, c'est vital, et tous ceux qui s'y sont pas encore intéressés, il faut le faire. Et quand je dis il faut le faire, c'est pas juste s'y intéresser théoriquement en lisant des bouquins et en suivant un peu la tendance, en regardant des vidéos YouTube là-dessus, etc. C'est en l'appliquant, en essayant de l'appliquer, même intuitivement, même expérimentalement. Il n'y a aucun danger pour la santé. Vous risquez peut-être d'avoir des tout petits chamboulements un peu au niveau énergétique dans votre organisme, puisque votre corps doit s'adapter à la nourriture que vous lui donnez qu'il utilise pour transformer comme énergie, hein, pour vivre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Mais ces transformations sont mineures et elles s'inscrivent en ligne droite vers, en tout cas pour se diriger vers une santé optimale. Donc il faut le faire, et au plus tôt au mieux. Même pour les gens qui me regardent, qui sont dans leur vingtaine, allez-y, quoi. Au moins tester certaines choses, peut-être pas tout si vous ne pouvez pas. Peut-être garder quelques verres d'alcool idéalement au minimum, mais si par exemple vous êtes obligé, je veux dire socialement, vous êtes obligé, c'est pas le bon terme, mais je veux dire si vous avez encore beaucoup de besoins sociaux et que malheureusement vos besoins sociaux sont liés à l'alcool, enfin c'est un exemple. Mais si ça pour vous c'est quelque chose qui est compliqué à toucher pour l'instant, ben, essayez juste de le réduire, mais alors de vous attaquer plutôt au volet alimentaire et pas aux boissons, et au moins de vous nourrir de bons aliments, mono-ingrédients et pauvres en sucre. Et pas de prendre des pizzas transformées, des boissons énergétiques, des sodas, des biscuits, etc. Et la deuxième famille, pour s'inscrire donc dans cette deuxième règle, hein, mais la deuxième famille d'aliments à éviter, mais en deuxième lieu, pour répondre donc bien à cette règle et l'appliquer du pauvre en sucre, voire du sans sucre, c'est, pour aller un peu plus loin, c'est de au moins réduire, voire même de complètement arrêter, ça dépend de chacun, les féculents. Et les féculents, c'est quoi? Ce sont les sucres lents qu'on peut trouver dans les pizzas, dans tout ce qui est pâtes, dans le riz, dans les pâtes, j'ai dit, dans le riz, j'ai plus les idées là maintenant, donc riz blanc, riz brun, dans le boulgour, dans du quinoa, dans tous ce qu'on appelle les sucres lents. Les pâtes, le riz, la pâte à pizza, toutes ces choses-là. Et ça, je dirais que c'est pas la première chose, quand on veut respecter cette deuxième règle du pauvre en sucre, c'est pas la première chose à supprimer, mais je dirais c'est la deuxième qui vient juste derrière les trucs ultra transformés, bourrés de sucre, complètement artificiels, mais auxquels il faut quand même vraiment très vite s'intéresser, j'ai l'impression. Vous ne devez pas forcément, même si chacun fait vraiment ce qu'il veut, hein, mais moi je parle vraiment à partir de mon expérience, hein, je ne veux pas parler en votre nom, mais si j'ai un conseil à donner, même si j'aime pas trop donner de conseils, c'est vous ne devez pas forcément du jour au lendemain tout réduire ou tout supprimer en termes de féculents et de sucre lent,
mais au moins les réduire, voire même tester certains jours d'une semaine type de votre alimentation sans féculents, avec que d'autres types donc, de lipides et de protéines. C'est un bon test, c'est une bonne expérimentation, et je pense que pour s'inscrire dans ce sevrage du sucre, de cette deuxième règle d'une alimentation pauvre en sucre, il faut littéralement donc se sevrer du sucre, et les féculents sont juste derrière les sucres rapides transformés, et je pense qu'il faut quand même s'y intéresser tôt ou tard, parce qu'il y a des gens qui mangent peut-être pas des sucres ultra rapides, transformés comme des boissons énergisantes, des boissons sucrées, des gâteaux, des biscuits, mais qui mangent beaucoup de féculents. Et c'est leur source principale d'énergie, et ça c'est clairement un problème aussi. Donc, ayez ça en tête au moins, et c'est vraiment une bonne chose à expérimenter. Troisième règle maintenant, et je termine là-dessus, pour avoir une bonne alimentation, et même plus que ça, une alimentation optimale pour être dans la santé de votre vie, dans la forme de votre vie, que ce soit physique mais intellectuelle, au niveau de la prévention de différents types de maladies, et de nouveau c'est à faire à tout âge. Cette troisième règle, c'est quoi? Là je l'ai perdu, je parle tellement que j'ai oublié. Donc première règle, c'est produits non transformés, donc des real foods, quoi, de la vraie nourriture, et idéalement des mono-ingrédients. La deuxième règle, c'est une alimentation pauvre en sucre, voire sans sucre, et il faut donc essayer de se rendre moins accro ou addict au sucre, voire de se sevrer complètement physiologiquement du sucre, et idéalement psychologiquement aussi. Et la troisième règle, ça va me revenir à l'instant, c'est les protéines. Et ça, c'est la règle la plus méconnue, et je ferai sans doute d'autres vidéos, peut-être même celle de demain, je ne sais pas, je verrai un petit peu si je suis inspiré demain pour parler de ça. Mais la deuxième règle, donc je ne vais peut-être pas en parler tellement, mais je vais juste vraiment vous la présenter un peu synthétiquement aujourd'hui, c'est d'avoir une quantité suffisante dans les macronutriments, c'est-à-dire parmi les protéines, les lipides, donc le gras, et les glucides, c'est-à-dire les sucres, c'est d'avoir un taux de protéines qui est suffisamment élevé. Donc le but, c'est évidemment de réduire les glucides, donc les sucres, c'est la deuxième règle, d'avoir une alimentation au moins pauvre en sucre, sinon sans sucre. De réduire les graisses saturées, mais il y a du bon gras, et les lipides, je dirais que si vous mangez des vrais aliments, de la vraie nourriture, n'ayez pas trop peur par rapport à votre taux de lipides. Donc pauvre en sucre, le gras, je dirais, ça vient en troisième lieu, donc il ne faut pas trop se prendre la tête dès le début. Je dirais que ce n'est pas comme ça qu'il faut attaquer les choses, mais de nouveau, c'est à partir de mon expérience, et il y en a peut-être qui s'attaquent à ça en premier, de nouveau vraiment libre à chacun, et je ne suis pas non plus l'expert là-dedans, non plus loin de là. Et le troisième macronutriment, ce sont les protéines, et ça malheureusement, la majorité des gens, et même des gens qui s'intéressent un peu à l'alimentation, à la nutrition, à la santé, et qui veulent faire les bonnes choses, les bons gestes, comme réduire le taux de sucre et compagnie, mangent trop peu de protéines. Et ça en fait, il y a une règle qui est assez simple, c'est qu'il faut au minimum, je pense, 1,5 g de protéines animales, idéalement animales, mais ça peut être un peu aussi d'origine végétale, mais je pense que animales sont mieux assimilées par le corps, mais de nouveau ça c'est un parti pris, et je suis sûr de rien, mais minimum 1,5 g de protéines par jour, par kilogramme que vous pesez. Je ne vais pas détailler tout ça, mais parce que je reprendrai peut-être ça plutôt plus clairement en vous faisant les calculs, etc., in vivo, enfin je veux dire en live, et avec des exemples alimentaires, je vous ferai peut-être ça demain. Mais ça, je pense que c'est vraiment le seuil absolument minimum, et la majorité des gens, je pense, en tout cas, moi, les gens que je connais, ma famille, mes copains, les gens que je côtoie, etc., quand je m'intéresse un peu à leur frigo ou à leur alimentation, ils mangent vraiment pas du tout ça, et leur principale source d'énergie viennent d'une énergie à court terme qui viennent des glucides. Soit des sucres ultra transformés, soit même aussi beaucoup des féculents. Même pour les gens qui s'intéressent un peu à la nutrition, en fait ils mangent que du riz, que de la pâte à pizza, que des pâtes, eh bien c'est pas du tout une alimentation optimale. Donc attention à cela, et essayez au moins de vous intéresser à cette troisième règle, d'avoir un apport protéiné suffisamment important. Donc minimum 1,5 g de protéines par kilogramme par jour, et idéalement 1,8 g de protéines par jour, par kilogramme évidemment, puisque ça dépend fort de la morphologie. Et pour les sportifs, moi par exemple, et encore plus pour les gens sportifs qui ont des profils plutôt d'ectomorphes comme moi, c'est-à-dire des grands minces qui veulent privilégier quand même un certain maintien de la masse musculaire, voire même une certaine prise de masse musculaire, sans devenir franchement des bodybuilders, hein.
il faut être au moins, à mon avis, à 2 grammes de protéines par kilogramme par jour, sinon un peu plus. Moi, clairement, je suis à plus que ça, quasi tous les jours. Évidemment, je peux faire des écarts, je peux parfois ne pas y arriver ou ne pas arriver à ce standard-là, si vous voulez, mais c'est ce que j'essaye de viser et c'est ce que j'arrive à faire, à respecter quasi tous les jours. Donc ça, c'est la 3e règle. Veillez, même intuitivement, expérimentalement, vous pouvez calculer vraiment de tête, en regardant sur les paquets des aliments que vous achetez, il y a toujours marqué le taux de protéines. Et bien regardez que vous ayez un nombre de protéines suffisant par jour. Mais de nouveau, je vous détaillerai ça dans la vidéo de demain, sans doute plus en détail, et on fera les calculs ensemble. Et à mon avis, c'est assez intéressant parce que les gens ne sont pas assez conscients de tout ça, sauf évidemment les gens qui sont intéressés à la nutrition depuis très longtemps. Et comme, à mon avis, une partie des gens qui m'ont suivi pendant le régime carnivore, il y a même des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi, donc à ceux-là, évidemment, je ne parle pas pour vous. Vous allez même sans doute me reprendre sur certaines choses que j'ai dit aujourd'hui, et vous avez tout à fait raison, n'hésitez pas d'ailleurs, comme ça je peux encore apprendre et améliorer mes connaissances à ce sujet. Mais pour les autres qui sont moins calés par rapport à ça, veillez à respecter quand même, ou en tout cas à vous intéresser à cette 3e règle fondamentale de la nutrition, en tout cas que moi j'estime être la 3e règle pour avoir une alimentation optimale et donc être dans la forme de sa vie, hein, en bonne santé, et se prémunir de beaucoup de maladies chroniques et de plein d'autres choses négatives, et juste kiffer en fait, hein, juste être dans un bon shape, dans un bon fitness, avec des bonnes performances intellectuelles, avec une bonne humeur, une bonne santé mentale. Tout ça est lié à l'alimentation. Et donc pour ça, il faut avoir suffisamment de protéines animales. Donc intéressez-vous à ça aussi, intéressez-vous à ça aussi, si ce n'est pas déjà le cas, parce que ça me semble essentiel, et la plupart des gens oublient cette règle-là. Les 2 premières règles, en fait, elles tombent sous le sens, et maintenant que l'alimentation, que le sucre est un sujet plus à la mode, et qu'on comprend plus le danger, et que l'alimentation, je voulais dire, est un sujet qui est de plus en plus traité, je dirais que la première règle de manger des vrais aliments, des mono-ingrédients, tout le monde commence à en prendre de plus en plus conscience, et on la réapprend, et c'est du bon sens, tout le monde le sait, évidemment, je ne vous apprends rien. La 2e règle de manger une alimentation pauvre en sucre, elle découle un peu de la première, et tout le monde commence à en reprendre conscience, en tout cas dans la plupart des milieux et des pays, en tout cas j'espère, même si évidemment ce n'est pas encore le cas partout, hein, loin de là. Mais je veux dire, ça tombe plus sous le sens. Et la 3e règle, qui est au moins tout aussi importante, si pas plus, enfin non, à mon avis au moins, c'est de manger suffisamment protéiné. Et des protéines qui viennent de sources, évidemment, peut-être pas uniquement animales, mais en tout cas de la vraie nourriture, pour rappel la première règle. Donc toutes ces règles en fait s'enchevêtrent les unes par rapport aux autres, quoi. Donc ça c'est essentiel. Maintenant je vais juste terminer la vidéo en vous parlant des 3 problèmes qui pourraient nous faire dérayer, nous faire ne pas respecter ce bon sens alimentaire en fait, que j'ai repris tout bêtement, que j'ai synthétisé tout bêtement avec ces 3 règles. Mais ces 3 dangers, je voulais commencer la vidéo par ça, mais je me suis dit, allez, je vais vous la mettre après, parce que sinon, de nouveau, je retarde la conclusion, et pour vous, c'est chiant. Moi, de nouveau, je déteste les vidéos où il faut attendre avant que le mec lâche l'information cruciale ou qui est liée au titre, si vous voulez, pour lequel on a vraiment cliqué sur la vidéo, quoi. Mais c'est quand même important que je vous parle sur ces problèmes, mais je préférais les mettre à la fin, comme ça, ça vous saoule moins, et ceux qui veulent déjà zapper, franchement, n'hésitez pas à déjà couper, quoi. Mais les 3 règles, il faut que je me les rappelle, hein. Mais la première règle, qui peut pas les 3 règles, excusez-moi, je parle un peu trop vite, pas les 3 règles, les 3 problèmes ou les 3 dangers qui peuvent nous faire courir le risque de ne pas respecter les 3 règles que j'ai citées précédemment pour être en bonne santé. Ces 3 pièges, ces 3 dangers ou ces 3 problèmes, c'est quoi? C'est le plaisir, le côté fun, le côté pas monotone, le côté du goût aussi, des papilles gustatives, et la nourriture plaisir. Et c'est clair que, moi je vous le dis, aller dans une boulangerie, même manger des sucres transformés, des céréales, des biscuits, des gâteaux, c'est bon au goût, mais c'est pas bon pour la santé. Et donc ça, c'est un premier piège, c'est de ne pas au moins relativiser le goût, en termes de goût,
dans sa bouche, si vous voulez, papille gustative, qui est souvent liée au sucre d'ailleurs, et de ne pas le contrebalancer avec le fait que ce soit bon, non pas au goût, mais pour la santé et pour son métabolisme en fait. Et moi ce que je dis, c'est qu'il faut pouvoir mettre plus ou moins entre parenthèses, voire même carrément mettre une croix sur l'alimentation ultra bonne au goût pour les papilles gustatives, des explosions, je sais pas, des expériences explosives dans le sens positif alimentaire quand on mange un truc de fou transformé et alimentaire qui, il faut le dire, est très bon pour le goût et nous parle quand on le mange, en tout cas pour la plupart des gens, et beaucoup pour les enfants par exemple. Et il faut savoir relativiser ça et se dire, écoutez, je mets ça un peu entre parenthèses, je fais attention à ce piège-là, et je me dirige vers des choses qui sont peut-être un peu moins goûtues, même si ça a des très bons goûts aussi, c'est justement des goûts plus naturels, mais donc moins sucrés et moins fous en bouche, si vous comprenez un peu ce que je veux dire, et donc viser donc ces vrais aliments dont j'ai parlé dans la première règle, et qui sont souvent d'ailleurs aussi des aliments pauvres en sucre, dont j'ai parlé dans la deuxième règle, quoi. Donc attention, premier piège, c'est se méfier de ne manger que pour le côté plaisir, fun et goût sucré en bouche. C'est un danger, et c'est ça qu'il faut au moins relativiser ou nuancer ou contrebalancer avec les autres choses dont j'ai parlé aujourd'hui. Le deuxième piège, c'est... le troisième, je l'ai oublié, mais ça va me revenir. Mais le deuxième piège, c'est la disponibilité. La nourriture transformée, et donc sucrée, puisque ça va de pair, est ultra disponible. Dans tous les supermarchés, dans tous les bars, dans tous les restaurants, au coin de rue, en tout cas dans tous les pays développés, dès qu'on se rapproche d'un village ou d'une ville, vous avez de la nourriture transformée partout. Vous allez dans une gare, dans un aéroport, dans une pompe à essence. Vous savez acheter 95% des aliments que vous allez trouver dedans, c'est de la nourriture ultra transformée, ultra sucrée et pourrie pour la santé. Je le dis comme ça. C'est peut-être un peu cash, mais je préfère le dire comme ça. Et donc, ça c'est très dangereux aussi, c'est que c'est plus disponible, et donc ça demande un effort en termes de temps, de coût énergétique et compagnie, de se diriger, enfin de faire l'effort, en fait, de prendre le temps d'aller dans des supermarchés plus biologiques, plus organiques, ou alors même d'aller au marché, ou d'aller directement prendre sa nourriture dans les producteurs locaux idéalement, ou de la faire soi-même, et pas de tomber dans les excès des pompes à essence, des bars, des restaurants, des supermarchés où il y a de la nourriture transformée partout, quoi. Troisième piège, et je termine là-dessus, après je vous embête plus pour aujourd'hui, c'est le budget. Le problème, c'est que la nourriture ultra transformée, elle est faite par des gros industriels, etc. Et loin de moi l'idée de tomber dans une sorte de complotisme qui est contre cette industrialisation de la nourriture. Je pense qu'il faut savoir nuancer cela, et il y a du bon. L'avantage déjà, c'est que ça permet de nourrir tout le monde. Alors, pas de nourrir tout le monde de façon optimale, mais au moins de donner l'accès à la nourriture à un grand nombre de personnes sur Terre. Parce que mourir de faim, ben, là c'est vraiment encore pire que tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, quoi. Ça c'est vraiment... là on retombe vraiment dans la base de la pyramide de Maslow et dans la base des besoins, quoi. Les besoins physiologiques, il faut manger, quoi. Et il vaut mieux même manger de la mauvaise alimentation que ne rien manger du tout, puisque ne rien manger du tout, en quelques jours, on meurt. C'est aussi simple que ça. Mais si on a le choix, mais si on vit dans des pays développés, mais si on peut se le permettre, et mais si on a le temps et qu'on prend le temps et qu'on s'y intéresse, évidemment, il ne faut pas manger des produits ultra transformés, des produits ultra sucrés. Il faut manger de la vraie nourriture et des produits pauvres en sucre qui existent à l'état naturel dans la nature, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais donc, le troisième piège, c'est le budget. C'est que l'industrialisation de la nourriture, ou si vous voulez de l'agroalimentaire, a fait qu'il y a beaucoup de ces nourritures ultra transformées et ultra sucrées qui sont ultra disponibles, mais aussi peu chères. Vous allez au McDonald's, ben pour 8 €, vous savez vous faire, alors ça dépend un peu des pays, etc., mais ici en Belgique, pour 8 € ou même 7,50 €, je pense, vous savez vous faire un menu et manger complètement. Et il y a des gens qui savent tenir même une journée avec juste un repas comme ça, ou 2 repas de ce type, ce qui n'est pas beaucoup. Là, moi, typiquement, j'ai des œufs biologiques. Bon, les œufs, ça ne coûte pas ultra cher, mais c'est quand même des œufs bio, donc on augmente directement le budget. Un avocat, c'est quand même cher, surtout qu'en plus, souvent, il est envoyé de loin, ça, ce qui est quand même une mauvaise note pour l'environnement. L'huile d'olive vierge pressée à froid, etc., ben, ça, c'est un sacré budget. Ici, mes mûres ou mes myrtilles biologiques, énorme budget aussi. Des crevettes roses, gros budget. Donc moi, là, clairement, j'ai tapé dans le budget, quoi.
Et évidemment, chacun met la barre où il veut, et il y a plein de stratégies aussi. Moi là, j'ai vraiment fait le bourgeois. Il y a plein de façons de respecter ces 3 règles alimentaires en ayant un budget qui est beaucoup plus bas aussi. Donc ça, il ne faut pas le croire, il n'y a pas qu'une façon de manger. Et moi, j'ai sans doute une attitude un peu bourgeoise, voire même très bourgeoise par rapport à ça. Même si je m'intéresse aussi à manger de façon très saine, avec un plus petit budget aussi. C'est aussi d'ailleurs une expérimentation que je ferai bien et que je fais de temps en temps, mais que je documenterai bien d'ailleurs. Manger de façon optimale pour la santé, mais avec un petit budget. Mais donc le 3e piège, et je termine par là, c'est le budget, quoi, l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, ou en tout cas si c'est pas le nerf de la guerre, c'est quand même fondamental pour notre vie à tous, la société, et nos ménages, et notre budget, notre salaire, etc. Quoi. On a tous... il y a peu de gens sur Terre qui ont de l'argent illimité, et donc ils peuvent manger, ou en tout cas ne pas se poser la question du budget quand ils vont manger, quand ils vont faire les courses, quand ils vont au restaurant, ou quand ils vont, s'ils peuvent se le permettre, ou quand ils vont au supermarché, ou quand ils vont se procurer la nourriture pour avoir suffisamment d'énergie pour vivre, puisque c'est quand même la raison principale. C'est une difficulté, et c'est un piège dans lequel on peut tomber, mais de grâce, je pense qu'il faut, enfin je veux dire, de grâce ça fait un peu bête, mais je veux dire, il faut quand même pouvoir l'éviter et se donner les moyens pour être en bonne santé, en tout cas respecter ce volet alimentaire, c'est prendre le temps et aussi prendre l'argent, peut-être une part plus importante de ce qu'on a l'habitude de prendre précédemment, dans son budget ou dans son salaire, pour targeter, si je peux le dire en anglais, pour viser de la nourriture, certes plus chère, mais meilleure pour sa santé, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, et je vois même ça comme une sorte d'investissement. C'est-à-dire que je me dis, bon, je paye plus pour ma nourriture, mais au moins je vais moins l'utiliser en médicaments, en chimie d'une manière générale, même si je prends par ailleurs pas mal de compléments alimentaires, mais c'est des compléments alimentaires relativement simples, hein. Pour rappel, et j'ai d'ailleurs fait une autre vidéo là-dessus. En médecin, je vais moins utiliser d'argent pour le médecin, d'ailleurs j'ai plus été chez le médecin depuis des années, je n'ai même pas de médecin traitant d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas tomber malade, hein, je ne suis pas immunisé, mais je mets plus de chances de mon côté par rapport à cela, et donc par rapport, même aussi beaucoup plus tard, des maladies chroniques X ou Y, neurodégénératives, etc. Même si de nouveau, je fonctionne intuitivement et je n'ai pas la preuve de tout ce que je fais, et je n'ai pas la science infuse non plus. Il y a certainement encore plein de choses que je fais pas bien, quoi. Mais donc voilà, je voulais un peu vous partager un peu mes 3 règles en fait, hein, puisque ça part évidemment toujours de mon expérience, de mon passé, qui n'a pas toujours été bon. Pour rappel, j'ai vécu pendant 32 ans en ne respectant pas ces règles et en m'intoxiquant littéralement de sucre, de produits transformés, de gâteaux. J'ai mangé énormément, extraordinairement beaucoup, si vous voulez, de féculents, de pâtes, de riz. J'ai mangé des pâtes 5 fois par semaine, par moment, quand j'étais étudiant, etc. Des pizzas transformées, et aussi beaucoup de biscuits, de soda, de boissons sucrées. On avait moins de connaissances à l'époque, et moi je m'y intéressais pas, mais j'aurais quand même pu le faire. Et donc j'ai passé 32 ans de ma vie, avec mes parents, mais même aussi moi, quand j'étais seul, étudiant ou jeune adulte, à m'intoxiquer et à me pourrir ma santé. Là maintenant, heureusement, j'ai pris conscience de tout ça, et je travaille un peu en sens inverse de ces mauvaises choses que j'ai appliquées à l'époque. Heureusement, je suis toujours là pour vous le dire, et en bonne santé, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre pour essayer au moins de tendre vers ces 3 règles, quoi. Après, ce sont mes 3 règles, et je le répète, ça part de mon expérience. Il y en a certainement d'autres, peut-être que j'en oublie même, qui sont même encore plus importantes, mais je pense que là au moins on n'est pas tout à fait à côté de la plaque quand on se rappelle de nouveau ces 3 règles qui font sens. Peut-être la 3e sur les protéines qui tombe un peu moins sous le sens, mais qui est peut-être un peu moins intuitive pour la plupart des gens, mais en tout cas les 2 premières, je pense que je vous apprends rien par cette vidéo, quoi. Mais je pense que c'est bon de se rappeler. Bon voilà, j'arrête de vous embêter, et à demain, sans doute peut-être pour une vidéo sur le taux de protéines un peu plus exact, et que je vous montre un peu comment je calcule mentalement, hein, toujours intuitivement, mais dans ma tête, mes macros, et spécifiquement les protéines pour être dans la meilleure santé possible, hein. Mais on verra demain. Pas de pression, et peut-être que je ne vous ferai pas ça non plus. On verra.